Bienvenue dans Affaires suivantes. Si vous nous rejoignez, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, elles pullulent en France depuis des décennies. Elles sont concentrées sur l'Île-de-France. Les violences qu'elles engendrent ont fortement augmenté l'année dernière et ces violences sont souvent le fait de très jeunes ados. Comment les bandes gangrènent certains territoires? On vous dit tout. Mais d'abord, il avait 15 ans, il aimait la boxe, c'était un gamin de quartier comme beaucoup d'autres et il est mort vendredi d'une balle dans la poitrine. Deux hommes lui ont tiré dessus, des demi-frères de 19 et 27 ans. À l'origine du drame, tenez-vous bien, une simple dispute. Adrien Portron avec Hilal El Aflahi. C'est à travers la fente de la boîte aux lettres que le coup de feu est parti. Le tireur y a inséré son arme et visé délibérément la victime, un adolescent de 15 ans, touché mortellement à la poitrine. Le drame s'est déroulé ce vendredi au sein de la maison de quartier de Bondy en Seine-Saint-Denis. Il est environ 17h lorsque deux hommes s'approchent à scooter avant d'ouvrir le feu et de prendre la fuite, comme le raconte ce témoin. Tu l'as vu, la boîte aux lettres là? C'est par là qu'il a tapé. Parce que la porte, elle était fermée. Même pas 3-4 minutes. Il a tapé, il est parti. Dans un communiqué, le parquet de Bobigny révèle qu'un peu plus tôt dans l'après-midi, une altercation a opposé la victime et les deux individus avant que les animateurs de la maison de quartier ne les séparent. Une deuxième dispute éclate quelques instants plus tard entre le père de la victime venu chercher son fils et les deux hommes restés à proximité. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'adolescent connaissait les deux individus. À ce stade des investigations, il apparaît qu'un différend opposait la victime et ses agresseurs depuis près d'un an sans que l'origine ne soit pour l'heure connue. Les deux mis en cause, deux frères âgés de 19 et 27 ans, se sont présentés d'eux-mêmes au service de police avant d'être placés en garde à vue pour assassinat. Pour le secrétaire départemental du syndicat SGP Police FO de Paris, ce drame témoigne d'une montée de la violence. Les règlements de compte en général se passaient plutôt à coups de barre de fer. On ne tuait pas la personne. Là, on est monté crescendo dans la violence parce qu'il s'agit d'une exécution sommaire avec une arme de poing. Dans le quartier, beaucoup sont sidérés. Le maire de Bondy a réagi via un communiqué sur Twitter, évoquant un terrible drame et un acte intolérable que rien ne peut justifier. Et pour mieux comprendre, Guillaume Fard est avec nous. Vous êtes notre consultant sécurité sur BFM TV. Guillaume, d'abord, un mot peut-être du profil des auteurs présumés. Oui, effectivement, deux demi-frères âgés de 19 et 27 ans. Ils se sont présentés spontanément aux enquêteurs, probablement d'ailleurs parce qu'ils savaient que leur identification serait relativement facile. Il y avait énormément de témoins. Les témoignages ont commencé à affluer. Et en plus, si c'est un différend qui était à l'origine de cet assassinat, parce qu'il faut bien dire que c'est un homicide avec préméditation, il est évident qu'au moins un des deux auteurs était connu, donc ils n'ont pas aggravé leur cas en partant en cavale, ils se sont présentés spontanément. Ce que nous dit pas le parquet de Bobigny dans son communiqué, c'est les antécédents judiciaires des deux individus. Ça aussi, ça va être regardé de près par les enquêteurs. Et puis une autre zone d'ombre, l'origine de cette arme. Est-ce que cette arme avait été utilisée auparavant ou pas? Avait-elle déjà servi, notamment éventuellement dans des trafics? Bon, ça reste à déterminer à cette heure, mais le profil de ces deux demi-frères commence à se dessiner lentement et on a quelques informations sur l'origine aussi de ce différend lié à finalement peut-être un combat de boxe thaï. Ça faisait près d'une année, nous dit le parquet dans son communiqué, que c'est entre les personnes qui ont du coup tué ce jeune homme et la victime qu'il y avait ce contentieux. Profil de la victime, Guillaume? Alors le profil de la victime, un jeune adolescent, 15 ans, âgé de 15 ans et 10 mois, nous dit le parquet de Bobigny. Là aussi, il pratiquait la boxe thaï. Le parquet ne fait pas état dans son communiqué d'antécédents judiciaires. C'était un jeune garçon qui était relativement suivi, relativement cadré. D'ailleurs, son père, dans le témoignage qu'il a livré à BFM TV, nous dit qu'il suivait son fils, il en prenait soin, il était relativement proche de lui. D'ailleurs, dès l'instant où la première bagarre éclate, le père vient immédiatement. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un lien entre eux. Il n'avait pas l'air d'être livré à lui-même. Et donc, en fait, on est surpris par l'accélération de la violence. Comment un contentieux de près d'un an, nous dit le parquet, sur fond de rivalité autour de combats de boxe thaï, dégénère au point que ces agresseurs reviennent avec une arme de poing et le tuent, tout simplement. Et rien à voir avec les deux précédentes affaires
de lundi et mardi dans l'Essonne. Non, le seul lien, c'est la jeunesse des victimes. C'est que dans l'Essonne, on avait eu 2 victimes qui étaient âgées de 14 ans. Une jeune femme d'abord qui avait été tuée d'un coup d'opinel en marge d'un affrontement entre bandes. Puis un jeune garçon âgé, lui, de 14 ans. Et puis là, un jeune adolescent de 15 ans, mais qui n'appartenait pas à une bande. D'ailleurs, on voit bien que c'est un différend et un contentieux entre personnes. 2 agresseurs, une victime. On n'est pas du tout dans un affrontement entre bandes. Et d'ailleurs, dans les affrontements entre bandes, il faut le dire, ce sont essentiellement les armes blanches qui sont utilisées. Ce sont rarement des armes à feu et rarement des armes de poing. Merci Guillaume pour ces précisions. Et justement, puisqu'on l'évoque, 2 autres adolescents ont été tués cette semaine. Un garçon, une fille, les 2 avaient 14 ans. Les 2 sont morts lors d'une rixe. Les 2 drames se sont déroulés dans l'Essonne. Élissa Tranin. Jeudi soir, entre le collège et cet hôpital privé d'Évry, un jeune a été gravement blessé à l'arme blanche. Le contexte, une bagarre opposant des bandes rivales de 2 quartiers. Une nouvelle rixe, la 3e en Essonne en l'espace d'une semaine. Lundi et mardi déjà, des bandes de jeunes se sont affrontées, des bagarres mortelles dans les 2 cas. Saint-Chéron, petite bourgade pavillonnaire réputée tranquille. Pourtant, ici, à proximité du collège, une rixe a entraîné la mort d'une jeune fille de 14 ans. C'est une petite de chez nous et c'est une fille très bien, donc c'est malheureux ce qui est arrivé. J'espère que les gars qui ont fait ça, ils vont être punis, mais bien. On n'est pas loin de certaines villes, on va dire, assez réputées pour avoir des problèmes, donc au final, ça avance et ça vient jusqu'ici, quoi. Je dirais pas qu'on a l'habitude, mais bon, là, que ça en arrive là, ouais, c'est la première fois. Lundi, en milieu d'après-midi, une bande de jeunes d'une commune voisine a pris les transports en commun armés pour en découdre avec ses rivaux de Saint-Chéron. Une bagarre avait éclaté avec des jeunes de Dourdan, âgés de 14 à 18 ans. Ils étaient vêtus de noir et portaient des capuches. L'un d'eux avait sorti un couteau et poignardé la victime au niveau du ventre. Les jeunes avaient alors pris la fuite. 6 mineurs ont été mis en examen. Le lendemain, même scénario. Cette fois à Boussy-Saint-Antoine. La rixe oppose des bandes rivales de Quincy-sous-Sénart et d'Épinay-sous-Sénart. Une quarantaine d'adolescents s'est donné rendez-vous sur un terrain de pétanque pour s'affronter. Les plus jeunes, 13-14 ans, se battent sous la supervision des plus âgés, 17 ans. Des employés et habitants de la commune assistent impuissants à un déferlement de violence. Il y avait tout, bombes lacrymogènes, des béquilles, des barres de fer, des morceaux de bois. Et puis on a su après un jeune armé d'un couteau. Bon, nous on a intervenu parce qu'il y avait un gamin par terre, ils étaient 10 dessus à coups de béquilles, de battes de baseball. La violence des coups portés, c'est... Moi j'en reviens pas, moi je n'ai pas dormi de la nuit. Un coup mortel a été porté sur un adolescent de 14 ans. Son auteur a été mis en examen pour meurtre. 6 autres mineurs ont été interpellés. Le soir même, une centaine de policiers et gendarmes étaient déployés en renfort dans l'Essonne. Et pour tout comprendre sur le plateau d'affaires suivante, Romain Collas, il est maire PS de Boussy-Saint-Antoine. C'est dans votre commune que l'un des ados, le garçon, est mort cette semaine. Mathias Tesson est aussi avec nous. Mathias, vous avez passé une partie de la semaine à Saint-Chéron où une autre ado est décédé. Vous allez nous raconter évidemment ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce que l'on vous a dit sur place. Et puis Guillaume Roux, secrétaire départemental d'unité SGP Police Info 91. Vous travaillez depuis 20 ans dans l'Essonne. Vous allez nous dire ce qu'il s'y passe vraiment. Monsieur le maire, on commence avec vous. Le drame qu'a vécu votre commune cette semaine, est-ce que vous y attendiez ? Un drame de cette ampleur, de cette nature, avec un décès à déplorer, non, parce que c'est inédit. En revanche, cet affrontement entre des jeunes, des enfants en fait, quand on regarde leur âge, de 2 communes voisines, d'Épinay-sous-Sénart et de Quincy-sous-Sénart, qui se sont retrouvés à Boussy parce que nous sommes au milieu géographiquement. Ce genre d'affrontements sont malheureusement des situations qui existent. Alors pas forcément avec des ados ou plutôt des pré-ados aussi jeunes, mais on est dans une culture de confrontation entre 2 quartiers de 2 villes différentes qui dure depuis, je crois même que depuis que ces quartiers existent. Moi j'ai 41 ans, j'ai la chance d'être maire de la ville dans laquelle j'ai grandi. Et j'ai grandi avec cette espèce de culture de la rivalité qui ne repose sur rien. On n'est pas sur des affaires de trafic, de guerre de territoire. On est simplement sur... On habite là, donc l'ennemi c'est celui qui habite là-bas. Et d'une certaine façon, dans une forme de rite initiatique, si à 18 ans on n'est pas allé taper
le type qui habite dans le quartier d'en face, ben, on n'est pas devenu un homme. Parce que ça relève quand même de ces logiques-là. Vous dites ça a toujours existé. Qu'est-ce qui est fait pour prévenir ce genre de comportement ? Alors, depuis quelques années, à mon initiative, on a bâti avec l'éducation nationale, avec la police nationale, ce qu'on appelle une cellule de veille, qui permettait que les chefs d'établissement, les mairies, les polices municipales, police nationale puissent s'alerter entre elles dès lors qu'un incident existait. Bien souvent, ça commençait à la sortie d'un collège ou d'un lycée, une escarmouche entre deux gamins issus de quartiers antagonistes, et puis ça rebondit 3 jours plus tard, il y a des règlements de compte, des revanches. Et objectivement, jusqu'à présent, on avait plutôt réussi à faire en sorte d'isoler les incidents les uns des autres et de briser des chaînes. Là, ce qui s'est passé mardi à ce site particulier, que personne n'avait vu venir. Ça s'est monté sur les réseaux. Voilà. En dehors c'est du conflit qui se monte en distanciel, comme on dit dans la novlangue du confinement, et qui ensuite a des effets et considérablement tragiques en présentiel. Mais on s'est contenté, allais-je dire, à mon grand regret, de traiter les symptômes plus que les causes. Ça fait 40 ans qu'on a 2 quartiers qui sont côte à côte, qui se confrontent. Il y a peut-être un moment où il va falloir que les 3 mairies qui sont concernées, la mienne au milieu et puis les 2 villes alentours, commencent à travailler pour se dire que, par exemple, la génération qui est dans nos écoles élémentaires, là, elles ne reproduisent pas ce qu'ont reproduit les grands frères, puis les pères, et peut-être même les grands-pères avant eux. Ça, c'est le travail que je veux à tout prix qu'on engage, et il y a enfin une prise de conscience. Puis les municipales ont permis que le paysage politique s'éclaircisse d'une certaine façon. Il y a des maires qui ont envie de faire. Boussy-Saint-Antoine, c'est au milieu. D'un côté Quincy-sous-Sénart, de l'autre Épinay-sous-Sénart. Les bandes viennent de ces 2 villes, se retrouvent chez vous, vous l'avez dit, les réseaux sociaux. On se retrouve très vite. Mais comment est-ce qu'ils se déplacent, ces jeunes qui ont 13-14 ans ? Vous savez, on est sur un territoire qui est extrêmement ramassé. Là, honnêtement, mardi dernier, ils sont venus à pied. Pour se retrouver à l'entrée de Boussy-Saint-Antoine, là où malheureusement les faits se sont déroulés, il suffit de marcher une quinzaine de minutes. Voilà. Et puis on a une surveillance particulière aussi sur les réseaux de transport parce que on a le souci avec la préfecture, les forces de police de la rentrée de demain parce que ces gamins ils fréquentent des établissements. On va parler de la rentrée parce que ça c'est important aussi ce à quoi vous vous attendez demain. Guillaume Roux, vous avez entendu Monsieur le maire, ça s'est monté sur les réseaux, ce drame s'est monté sur les réseaux. Comment fait-on quand on est policier pour prévenir ce genre de choses ? C'est très compliqué, effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, servent à rameuter un maximum de personnes en peu de temps. Donc, effectivement, là, pour tout ce qui est rixe entre bandes rivales, c'est ce qui se passe au quotidien, malheureusement. Quotidien. Donc, au quotidien, c'est très souvent aujourd'hui. Voilà, le département de l'Essonne, malheureusement, on a vu circuler les chiffres ces derniers jours, et ça représente plus de la moitié des faits de la zone Paris. Donc, effectivement, il y a un vrai souci aujourd'hui. Je pense qu'il est temps, il est urgent aujourd'hui de discuter tout ça et de trouver des solutions pour endiguer ça. Les réseaux sociaux, pour nous, pour police, c'est très compliqué aujourd'hui d'anticiper ce genre de phénomène parce que avec les réseaux sociaux, c'est incontrôlable pour nous. Le moyen, c'est aujourd'hui, parce que vous pourrez installer n'importe quel dispositif possible et inimaginable, si vous ne mettez pas des fonctionnaires de police sur le terrain et en investigation également, parce que ça amène du travail en plus, vous n'y arriverez pas, c'est pas la peine. Je prends l'exemple de... Je prenais l'exemple de ce qui s'est passé à Boussy, par exemple, pour l'avoir connu, moi, sur le terrain. Vous arrivez, si vous êtes sur le terrain, à pouvoir anticiper, à intercepter ces jeunes. Parce que lorsque vous voyez un regroupement de personnes, vous contrôlez, vous dissuadez. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de fonctionnaires de police, ou du moins pas assez nombreux sur la voie publique, vous n'y arrivez pas. Ce sont des gamins, on l'a vu, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Quand un équipage de police arrive, une voiture avec 3 policiers dedans, c'est à peu près la moyenne, quand vous arrivez au milieu d'une bagarre comme ça, vous descendez, c'est comme, encore une fois, c'est des mômes. Est-ce que l'autorité policière, quand vous descendez, est-ce que tout le monde se sauve ou qu'est-ce qui se passe ? Il peut y en avoir toujours qui sortent, qui partent en courant. Je veux dire, après, l'autorité, elle est compliquée sur le vous moment. Arrêtez la bagarre ? Sur le moment, sur le fait, ça a plus ou moins, oui, un effet quand même dissuasif, et heureusement. Mais malheureusement, et bien souvent, le mal, il est fait. C'est vrai que le temps d'intervention ou toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte. Quand vous êtes à des dizaines de kilomètres, malheureusement, le temps d'intervenir, parce que vous avez reçu un appel 17, il est long, oui, donc forcément, ça nous pose un problème. Oui. Rix à Boussy, Rix aussi à Saint-Chéron, vous avez passé une partie de la semaine, Mathias Tesson, là, c'est une adolescente de 14 ans qui est décédée. Elle a essayé de s'interposer entre 2 bandes qui étaient en train de se battre. Et là, évidemment, comme à Boussy, ça a choqué. On vous a dit quoi sur place ? Comment les gens ont-ils réagi ? Le choc,
l'effroi. Tout le monde se demande comment les choses ont pu dégénérer ainsi, comment une jeune fille de 14 ans a-t-elle pu perdre la vie dans des conditions pareilles. On parle quand même d'une jeune adolescente, 14 ans, morte à cause d'un coup de couteau. Et puis très rapidement, quand les habitants ont compris que les autorités évoquaient un phénomène de bande entre Dourdan et Saint-Chéron, les Saint-Chéronais ont voulu nous dire qu'il n'y avait pas réellement de bande sur leur commune. On parle quand même d'une petite ville de 5000 habitants. À certains endroits, c'est quasiment un village. Il y a un clocher. Et tous ces habitants nous ont expliqué que dans le passé, il y a pu avoir des rivalités, des initiatives individuelles sur les réseaux sociaux de la part de certains jeunes, mais pas vraiment de phénomènes de bandes assez organisées quand on se promène dans le village. C'est vrai que c'est assez difficile de vérifier l'existence d'une bande. En revanche, ce que les habitants ont souligné, c'est que ces faits-là se sont déjà produits dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des jeunes des communes avoisinantes, notamment de Dourdan, qui sont arrivés à Saint-Chéron pour en découdre avec d'autres jeunes et que depuis, selon ces mêmes habitants, il ne s'est réellement rien passé, que les autorités ne seraient pas suffisamment intervenues, et tous ces habitants expliquent que cela aurait pu peut-être éviter un drame. Enfin, ce que les habitants réclament maintenant, c'est qu'il n'y ait pas de représailles, que les choses s'apaisent et que la justice punisse effectivement sévèrement les auteurs de ces faits. Monsieur le maire, une question toute simple. La rentrée chez vous, c'est demain? C'est demain. Vous l'abordez comment? Est-ce que vous l'appréhendez? Je l'aborde avec une grande vigilance, comme d'ailleurs les services de police, vos collègues, monsieur. On a travaillé avec le préfet, avec le directeur départemental de la sécurité publique, avec le commissaire, que je veux remercier pour son engagement, et puis les effectifs sur place, pour sécuriser au maximum les établissements scolaires, parce qu'on a des gamins de ces différents quartiers, et il y en a beaucoup, parce qu'il y a des collèges, il y a des lycées généraux, lycées d'enseignement professionnel, donc disséminés sur le territoire, pour qu'on sécurise ces établissements, pour empêcher toute velléité de jouer la représaille. Jusqu'à présent, les effectifs et les renforts qui malheureusement sont ponctuels ont été obtenus, on permet que la situation soit calme. On a une zone de danger qui est cette semaine de la rentrée scolaire. On veillera aussi à la sécurisation des transports, parce que ces gamins empruntent des lignes de bus. En tout cas, il y a une détermination, et c'est le message que je veux faire passer par votre intermédiaire, sans faille. On est bien en ligne, les collectivités locales, les 3 mairies concernées, le transporteur, la police nationale, la préfecture, vraiment bien en ligne pour faire en sorte que les choses se passent au mieux, et surtout pour éviter absolument les représailles. Et je renouvelle donc mon appel à la raison, au calme, et puis au respect du deuil de la famille de cet enfant qui est mort à Boussy-Saint-Antoine. Merci monsieur le maire, merci Romain Colas, merci Mathias Tesson, Guillaume, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, une violence qui dure depuis des années dans l'Essonne, en Ile-de-France, un peu partout sur le territoire aussi. On s'intéresse ce dimanche au phénomène des bandes. Les chiffres interpellent. Au niveau national, il y a eu l'année dernière une hausse de 24% des rixes, 357 affrontements entre bandes, et dans 70% des cas, des mineurs étaient impliqués. Une courte pause, on en parle juste après. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Il y aurait en France 74 bandes, dont 70 en Ile-de-France. Ces chiffres interpellent, ils peuvent surprendre, et pourtant ils ont été cités par Gérald Darmanin. Mardi soir, le ministre de l'Intérieur était alors à Dourdan, dans l'Essonne, après 2 rixes mortels. On en parle avec nos invités. Avec nous aujourd'hui, évidemment, Dominique Rizet, mais aussi Mamassi, éducatrice spécialisée, chef de service éducatif en Seine-Saint-Denis. Gilbert Berlioz, qui est sociologue de la jeunesse, enseignant à l'université Pierre Mendès France de Grenoble, et Guillaume Roux, secrétaire départemental de l'unité SGP Police. Ce qui est sûr, évidemment, c'est que ce phénomène existe depuis la nuit des temps. Ce qui est sûr, c'est que c'est un phénomène, celui des bandes, qui évolue également avec son époque. Elisa Tranin. Saint-Chéron, Boussy-Saint-Antoine, Évry. Si ces affaires ne sont pas liées sur le fond, elles ont un point commun. À chaque fois, des bandes de jeunes âgés de 13 à 17 ans tentent d'en découdre avec leurs rivaux. Allez-y les gars, c'est des moqueries, c'est des affaires de collégiens, c'est des histoires de cœur, c'est une histoire de transaction de VTT ou de trottinette à 100, 150 euros. Et on vient, on fait une descente dans un quartier et on en arrive à des jeunes décédés. Mais c'est des faits qui sont totalement futiles. Des bagarres d'adolescents
qui ont toujours existé. Dans les années 50 et 60, les blousons noirs, comme on les appelait, se retrouvaient au square Saint-Lambert à Paris. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez ou quoi? On se bat, oui. Sérieusement? Ah, ça fait mal, oui. Et la réaction de vos parents? Oh, ils sont pas au courant. Aujourd'hui, le phénomène s'est amplifié. 357 affrontements ont été recensés l'année dernière en France, soit 24% de plus qu'en 2019. Les conséquences sont souvent de plus en plus graves. Aujourd'hui, l'envie d'en découdre est devenue plus concrète encore. C'est-à-dire qu'il s'agissait autrefois de mettre l'autre à terre, et de montrer qu'on était le plus fort, qu'on l'avait mis à terre, qu'on avait gagné la bagarre. Aujourd'hui, il peut s'agir d'envoyer l'autre à l'hôpital. Et quelque part, ça change tout. Ces confrontations parfois mortelles ont lieu dans 90% des cas en Île-de-France et touchent particulièrement l'Essonne. Là-bas, le nombre de rixes a bondi de 80% en un an. Un département gangréné par les bandes où le tissu social est trop fragile pour faire face aux carences éducatives. On voit bien que c'est un phénomène très francilien qui va de pair avec la déscolarisation, qui va de pair avec le manque d'autorité parentale, qui va de pair évidemment avec les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux ont en effet accéléré le phénomène de bande. Celle-ci se forme rapidement derrière les écrans pour une provocation, une insulte. Il y a des oppositions qui se nouent et qui se développent très rapidement sur les réseaux sociaux, avec un laps de temps très court entre la violence dans les mots sur ces réseaux et le passage à l'acte dans les faits qui peut se produire parfois en l'espace seulement de quelques heures. Enfin, la crise sanitaire pourrait elle aussi exacerber les violences. Les activités extrascolaires sont à l'arrêt, un sas de décompression en moins pour les adolescents. Et on va plus loin sur ce plateau avec vous, Dominique Rizet, évidemment, mais aussi Mamassi, Gilbert Berlioz et Guillaume Roux. Merci à tous d'être là. D'abord, une bande, qu'est-ce que c'est? Comment ça se caractérise, Gilbert Berlioz? Une bande, on sait pas exact. C'est une illusion d'optique, à mon avis. C'est qu'une bande, ceux qui sont extérieurs à la bande disent c'est une bande, et ceux qui sont à l'intérieur de la bande se reconnaissent pas dans une bande. Aujourd'hui, je parle. Hein. Et donc, les années 60, c'est terminé. C'est la première mauvaise nouvelle de la journée. Les années 60, c'est plus du tout d'actualité. C'est forme de coalition juvénile. Aujourd'hui, les rixes qui ont eu lieu en Essonne, ce ne sont pas des bandes, ce sont des groupes de jeunes. Il ne faut pas se tromper, c'est que si on pense que ce sont des bandes constituées, donc une bande, en fait, il y a une stabilité des participants, il y a une organisation, une allégeance à un chef, on va dire, et une activité délinquante. Là, ce sont des groupes qui se forment... Des groupes d'opportunités qui se forment... pour un point précis ou contre quelque chose en particulier. Sur une rumeur. À un moment M. Voilà. Et c'est important de bien le nommer, parce que quand on doit travailler dessus, par exemple, là, les jeunes qui ont été pris dans le mouvement, si on leur dit « vous faites partie d'une bande », ils disent « mais pas du tout ». Et les parents y compris. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on a des phénomènes maintenant qu'on appelle horizontaux, vous voyez, qui ne sont pas structurés par le haut, qui sont structurés avec les réseaux sociaux, entre autres, mais qui sont des phénomènes, on va dire, plutôt spontanés. Et quand vous dites Gilbert Berlioz, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de leader, ça pose aussi un problème, parce que ça veut dire, pour les forces de l'ordre, pour tout le monde, personne avec qui discuter, pas d'interlocuteur. Exactement. Et donc, c'est un peu la difficulté qu'on a. C'est qu'on a ces agrégations, mais il y a eu d'autres phénomènes sociaux, je pense aux gilets jaunes, toutes choses étant égales par ailleurs, vous voyez, où on avait des phénomènes de concrétion d'individus et d'enjeux, avec une organisation qui est une organisation horizontale. Évidemment, pour faire fonctionner ça, les réseaux sociaux sont absolument l'outil idéal, si vous voulez, puisqu'il n'y a pas de centre. Il y a de la circulation d'informations, mais en effet, chercher un chef et chercher des consignes délinquantes, à mon avis, est une erreur dans les phénomènes de RICS. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des bandes, pour répondre à votre question très concrètement, dans les phénomènes d'économie parallèle. Là, on peut parler de bandes. C'est-à-dire les trafics de drogue, notamment. Il faut stocker des biens, etc. Donc là, on peut parler de bandes, mais à mon avis, c'est autre chose dont il s'agit. Alors, c'est passionnant, ça. Ça veut dire que, pour vous, éducateurs, pour vous, policiers, c'est très difficile à combattre. Comment vous l'appréhendez, ce phénomène de bande, ou pas, mais de regroupement de la jeunesse? Comment on le combat? Comment on l'encadre? Comment on essaie de l'éviter? Moi, à mon sens, pour pouvoir l'éviter, il faut qu'il y ait 3 étapes. La première, c'est l'étape de la prévention.
La prévention est extrêmement importante et je pense que justement, on ne se doit pas de faire abstraction à ce volet-là. Ensuite, il y a la question de la justice, la question justement de la sanction, où il ne faut pas non plus faire abstraction à cela, et revenir sur le troisième volet, finalement, qui serait un mélange des deux, qui serait de la prévention, mais qu'on appellerait prévention sensibilisation. Et là, s'adresserait aux pères. Et c'est vrai, père, P-A-I-R-E-S. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, sur ce sujet-là, c'est vrai que la prévention, là, quand je dis, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense que ce que nous sommes en train de payer, c'est les différentes déficiences, les différents déficits du service public depuis de nombreuses années, notamment sur la santé, sur l'éducation, sur la sécurité. Et on paye ça clairement aujourd'hui de plein fouet. La société a évolué, mais le système, lui, n'a pas évolué. On est resté figé. On n'accompagne pas de la même manière les jeunes d'aujourd'hui que les jeunes qu'on accompagnait il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut avoir contact avec ces gens-là? Vous l'avez très bien expliqué, hein, ce sont des agrégations de personnes qui se regroupent. Il n'y a pas de leader auquel parler. Comment est-ce que vous allez les chercher les uns les autres pour leur parler, leur expliquer comment on doit se comporter dans la vie et surtout pas comme ça? Il y a des dispositifs existants, notamment la prévention spécialisée, qui est un outil qui est extrêmement utilisé sur le territoire. Donc les éducateurs de rue, il y a les médiateurs. Cependant, moi je pense que quand je dis il y a faille au niveau de la prévention, même à ce niveau-là, il y a des failles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur la prévention spécialisée, les éducateurs aujourd'hui ont une idéologie qui consiste à se cacher derrière la libre adhésion du jeune ou l'anonymat. Et donc, du coup, refuse de coopérer avec aujourd'hui les forces de l'ordre qui, à mon sens, ne devraient pas être des opposants à la prévention, mais plutôt des alliés. Puisque moi, j'estime pas aujourd'hui être en opposition avec les forces de l'ordre, j'estime être complémentaire, arriver en amont. Et donc, du coup, lorsqu'on n'arrive plus justement à prévenir, il faut qu'il y ait sanctions et qu'on puisse arrêter les jeunes. Les jeunes ont besoin de limites, encore plus lorsqu'on est en période de l'adolescence, puisque c'est une période extrêmement charnière. C'est une période aujourd'hui où on n'est plus enfant, mais on est un adulte en devenir. Pardon de cette question un peu naïve, mais cette limite dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas aux parents de l'imposer? Mais la difficulté aujourd'hui, pourquoi je dis la société a évolué mais le système n'évolue pas? Aujourd'hui, il y a un constat qui est très clair en France, c'est que 30% des familles aujourd'hui sont des familles dites monoparentales, dont 50 à 60% les parents n'ont plus le temps de s'occuper de leur enfant. De temps et de possibilités aussi. Qu'est-ce que fait la mère de famille 1m60 face à deux adolescents de 15 à 17 ans qui font 1m80, qui, la plupart du temps, c'est ce qu'on voit sur le territoire, sont des adolescents qui sont sous substance, avec les gaz hilarants, le cannabis, la codéine. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes d'hier. Et ça, il va falloir à un moment donné que tout le monde l'entende. Guillaume Roux, votre perspective dans tout cela, vous nous disiez tout à l'heure, il n'y a pas assez de policiers sur le terrain, peut-être pas suffisamment de magistrats non plus pour traiter toutes les affaires auxquelles nous sommes confrontés. Alors, vous entendez la partie éducation, j'allais dire la partie prévention, c'est ce que vous revendiquez. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que d'abord vous arrivez à travailler suffisamment ensemble, tous les deux? Bien sûr, et j'entends très bien ce que vous dites, et c'est vrai que c'est très important aujourd'hui de travailler en étroite collaboration avec tous ces partenaires sociaux, que ce soit la commune, la municipalité, les éducateurs sur place, les médiateurs également, la police municipale qui fait de plus en plus partie du schéma sécuritaire. Donc oui, c'est très important de pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, ce qui est aussi important, et vous parliez d'autorité parentale, mais oui, il n'y a plus d'autorité, on ne le voit plus. On parle aujourd'hui de leaders. Il y en avait des leaders, il y en a toujours des leaders dans ces regroupements ou dans ces bandes, même si j'ai bien entendu qu'on ne veut pas appeler ça des bandes. Pourtant, nos collègues, quand on recense les bandes, elles sont bien nommées. Hein. C'est bien des bandes qui appartiennent à des noms bien spécifiques. Il y a des critères de recensement, puisque des chiffres ont été donnés par le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours. Lui parle de 74 bandes en France, dont 70 en Île-de-France, qui est assez intéressant comme chiffre. On a l'impression qu'il n'y a pas de bande en dehors de l'Île-de-France en France. Et je pense que ces chiffres sont, à mon avis, sous-dimensionnés, déjà. Un. Deux, on ne sait pas exactement ce qu'on compte, parce que le critère pour dire que ce sont des bandes, c'est pas des critères. Moi, je suis preneur de définition stable de ça. Donc, je sais que, par exemple, en Angleterre, en Grande-Bretagne, il y a des critères pour dire ça, c'est une bande, ça, ce sont des pas. Et donc là, on voit bien qu'on compte uniquement sur l'Île-de-France. Et le ministre disait tout à l'heure, moi qui suis provincial et grenoblois de plus, je peux vous dire que le phénomène n'est pas que francilien. C'est encore une autre erreur. Je peux vous dire que je connais au moins en France aujourd'hui 4 ou 5 villes qui travaillent sur ce phénomène-là
en province, comme on dit quand on est à Paris. Donc c'est loin d'être un phénomène parisien. Vous savez, Gilbert Berlioz, que le politique a toujours un discours le plus rassurant possible, Oui, bien même sûr. si on est dans un contexte terrible. Vous avez dit tout à l'heure, Mme Massy, vous avez parlé de la police et puis du contact de la police avec les jeunes. Et on se souvient, donc c'est Nicolas Sarkozy qui a dit un jour que cette phrase les policiers ne sont pas là pour jouer au foot avec les jeunes des banlieues. Bon, c'est une phrase malheureuse, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait des îlotiers, on n'est plus dans les années 60-70, mais des îlotiers qui entraient dans les cités. Je m'en souviens, j'étais à la Mantes-la-Jolie quand il y avait les événements. Il y avait un îlotier qui s'appelait Moustache, et il m'a accompagné, il m'a emmené dans la cité. Il pouvait encore y entrer. Ça a disparu. Et est-ce que ça pourrait un jour revenir, ça? Des policiers qui aillent frapper aux portes, qui marchent dans les cités, qui parle avec les jeunes. La police de proximité, en fait, c'est un peu ça. Je crois que c'est une, mais tout à fait. Je crois que c'est une volonté politique, puisque aujourd'hui remettre le rapprochement, ça a été martelé. La PSQ, la police de sécurité au quotidien, ça a été fait dans ce sens-là, logiquement. Je veux dire, voilà, tout le monde a bien vu, nous policiers, tout le monde a bien vu aujourd'hui que d'avoir abandonné le terme police de proximité, mais pour avoir créé une PSQ, ça voulait dire exactement la même chose. Rapprochement police-population. Mais les temps ont changé. Est-ce que ça pourrait exister encore aujourd'hui un policier qui irait marcher dans une cité, qui aura un contact avec les jeunes et qui leur dira on n'est pas des ennemis, c'est pas vous contre nous, nous contre vous? Mais ça existe déjà. Enfin, moi, je suis désolée, mais les zones de non-droit n'existent pas. Elles existent dans la tête de celles et ceux qui les fabulent. Aujourd'hui, les policiers rentrent dans tous les territoires. Moi, je travaille dans les quartiers politiques de la ville depuis plus de 15 ans et je peux vous dire que les policiers, on les voit sur le terrain. Donc, à un moment donné, que les policiers rentrent et disent bonjour et qu'ils aient un échange avec les jeunes, oui. Mais une fois de plus, ne mélangeons pas les genres. Il y a plusieurs polices déjà. Il y a la police municipale, il y a la police nationale, il y a les éducateurs de l'autre côté, prévention, il y a les médiateurs. Et je pense que là, aujourd'hui, une de nos difficultés, c'est qu'il y a un mélange de genres. Il y a un mélange de genres. On ne resitue plus tout le monde dans son rôle. Et je pense qu'effectivement, et c'est ce qui pose aussi problème au niveau des adolescents aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent même plus faire la distinction aujourd'hui entre bien et mal. Et ça, c'est parce que justement, on a perdu le cadre. On a perdu le fil. Parce que la proximité ne veut pas dire aujourd'hui, est-ce que le rôle d'un policier est réellement d'aller jouer au foot avec un jeune de quartier? Effectivement, je la rejoins, c'est-à-dire chacun a son rôle dans ce système-là. Le policier aujourd'hui, et justement, il doit reprendre son rôle de départ. Aujourd'hui, un policier, c'est prévention, répression si besoin. Aujourd'hui, oui, de dire aujourd'hui, mais oui, la police s'est détachée de... Non, je pense pas que ça soit ça le réel problème. Il faut que chaque personne soit véritablement à sa place, et c'est ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cependant, il faut miser sur la formation aujourd'hui des professionnels, mais des professionnels éducatifs, mais aussi des policiers. Parce qu'effectivement, pour être efficace au niveau de la prévention, je pense qu'il faut réinterroger nos pratiques. Et au lieu de se dire, est-ce qu'un policier doit aller jouer au football sur un quartier, je pense entre les deux, il y a quand même le policier qui peut aller au contact de la population, des parents, des enfants, pour leur dire, monsieur, votre fils est bien jeune pour traîner tout seul le soir dans la rue, ou madame, si vous êtes une famille monoparentale, est-ce qu'on peut vous aider à faire quelque chose pour que ce gamin rentre dans le rang autant que possible. Du rôle de la police municipale. Oui, bien sûr. C'est le rôle de la police municipale. Là, on a un policier national. Oui, national. Vous, sociologue, comment vous voyez ça? Non, je pensais sur la police de proximité, qui est un débat récurrent. La gendarmerie me semble être une police de proximité. Le maillage de si la vous voulez, sans aller chercher à l'autre bout de la planète, c'est une force de l'ordre qui a gardé un gendarme est capable d'aller dans les quartiers où il travaille de manière beaucoup moins exposée que les policiers. Je dis ça pour un peu relativiser l'hostilité qu'il pourrait y avoir. À décharge pour les policiers, les gendarmes font bien le maillage territorial, mais ils ne sont pas affectés, sauf exception dans le 95 ou autour de Lyon, dans les endroits terribles dans lesquels sont affectés les policiers. Je ne dis pas ça, mais c'est pour dire qu'on n'a pas perdu dans la gendarmerie ce savoir-faire-là. Et je pense que l'autre point, c'est que sur les phénomènes de RICS, je crois que chercher que des réponses policières, il ne faut pas exposer les policiers sur des domaines sur lesquels ils n'ont pas de compétences. C'est que je crois qu'il y a en effet le secteur éducatif, un grand absent du débat là, cette semaine, c'est la protection de l'enfance, par exemple. On a 3 enfants de moins de 15 ans qui meurent. La protection de l'enfance est totalement silencieuse. Je trouve ça un peu étonnant. Alors qu'il me semble que la question relève au moins autant de la protection de l'enfance que de la sécurité pur sucre. Mais pardon, quand je vous écoute tous ici cet après-midi, j'ai l'impression qu'en fait, tout est là pour faire face au problème. Il y a les différentes
composantes de la police. Il y a l'éducation, la prévention. Vous avez parlé des médiateurs aussi qui sont présents. Il y a aussi la justice qui arrive après quand c'est nécessaire. Et malgré tout, ce phénomène de bande, il existe depuis, mais toujours, et en tout cas depuis 30, 40 ou 50 ans en France, il est là, et on n'arrive pas à le résorber. Je voudrais donner quelques chiffres. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2020, l'année dernière, 357 affrontements entre bandes de quartiers ou groupes informels recensés en France, pour 288 l'année précédente, donc c'est 24% de hausse. 3 personnes sont décédées 218 ont été blessés lors de ces affrontements l'année dernière. Et ce sont des chiffres qui progressent régulièrement depuis 2018, plus 21% en 2019 par rapport à 2018, plus 10% pratiquement en 2018 par rapport à 2017. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? On ne met pas les moyens. On ne met pas les moyens. Plus d'éducateurs, plus de policiers, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment au-delà du plus, les moyens humains. Au-delà du plus, moi je pense une fois de plus, il faut aussi avoir aujourd'hui la modestie de se remettre en question et de réinterroger nos pratiques. Parce que oui, je vous rejoins, tout est là. Tout est là, mais ça ne fonctionne pas. Donc quand ça ne fonctionne pas, on se pose à un moment donné. Qu'est-ce que vous feriez différemment, madame? Moi déjà, je vous ai dit, au niveau de le amont qui est extrêmement important, c'est-à-dire le volet prévention, je demanderais aujourd'hui, et j'exigerais d'ailleurs, qu'il y ait plus de concertation entre les différents protagonistes, entre les différents professionnels, et qu'on puisse travailler main dans la main. Sur le volet judiciaire. Autour de la table ronde, vous mettriez qui? Protection de l'enfance, donc c'est-à-dire aujourd'hui, on pourrait y mettre l'éducation nationale, on y mettrait des éducateurs, on y mettrait la PJJ, j'y mettrais les forces de l'ordre, le procureur. Mais en réalité, j'invente rien, ça existe déjà. C'est ce qu'on appelle les CLSPD. Alors pourquoi ça marche? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique de quelqu'un qui dit voilà, vous allez tous travailler ensemble, comme avait fait le ministre de l'Intérieur Cazeneuve au moment où il avait dit voilà, GIGN, RAID, BRI, tout le monde bosse ensemble et c'est moi qui le dis. Alors est-ce qu'il faudrait que le politique fasse ça? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui finalement ne supportent pas ou n'ont pas envie de travailler ensemble ou qui se méfient les uns des autres? Il y a les deux, je pense. On se méfie les uns des autres, c'est une chose. Mais au-delà de se méfier des uns des autres, il faut aujourd'hui avoir les moyens d'appliquer la politique qu'on mène. C'est pour ça que je parle aujourd'hui de réinterroger les pratiques. Les CLSPD aujourd'hui, c'est extrêmement fonctionnel dans le sens où on peut échanger et on réussit à réunir tout le monde. Les cellules. Cellules, d'accord. Donc il faudrait plus de cellules avec plus de gens pour les faire fonctionner. Au-delà de ça, c'est d'avoir à un moment donné la possibilité de fonctionner dans l'immédiat. C'est ça en fait, moi je pense qu'il manque. Parce que, et je m'explique, aujourd'hui il y a des alternatives à la prison. On parle des CER, des CEF, qui sont des alternatives à la prison. Sauf que, pour faute de moyens aujourd'hui de places de prison, les alternatives à la prison sont utilisées comme des peines effectives. Et donc, du coup, les gens qui, eux, devraient être accompagnés, où on part du principe où ils ont un pied dehors, un pied dedans, eux se retrouvent en marge. Par exemple, sur l'incident de Dourdan, on nous a au début parlé de 30 jeunes. 30 jeunes au niveau de la RIX. Puis, on nous a parlé de 6 personnes déférées. Mais donc, ça veut dire qu'il y a 24 personnes qui aujourd'hui sont laissés en liberté, qui étaient présents sur les lieux, qui ont participé à cette RIX et qui aujourd'hui non seulement ont été complices, mais en plus de ça sont aujourd'hui attaquables pour non-assistance à personne en danger, mais qui se retrouvent aujourd'hui pas embêtés du tout et chez eux. Mais ça, c'est juste pas possible. Ces 24 jeunes-là, eux auraient dû être pris en charge et accompagnés aujourd'hui également devant le juge pour échanger de la situation et leur expliquer que c'était pas C'est comme ça que ça doit se passer? Non, ça c'est souhaitable. Je voulais dire, on ne faut pas réfléchir non plus, à mon avis, en tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui se font. Sur Paris, par exemple, il y a un GLTD, un groupe de lutte et de traitement de la délinquance spécial RIX, qui traite quand même, bon an, mal an, des dizaines de situations. Donc, il y a pas mal de situations de risque qui sont désamorcées en amont par les travailleurs sociaux, par la police. Donc, si vous voulez, on n'est pas non plus dans un no man's land où rien ne se ferait. Il y a des trous dans la raquette, mais ça fonctionne. Voilà, il y a des trous dans la raquette, mais il y a quand même une raquette, si vous voulez. Je trouve que c'est important de le rappeler, de dire qu'il y a quand même des choses qui se font. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut toujours améliorer le partenariat. Il y a des questions de moyens qui se posent, des questions de définition du problème. On voit bien, même je trouve de manière très grave, cette question de compter le phénomène. Un phénomène qu'on n'arrive pas à caractériser, à compter, on est mal barré, si vous voulez. On est mal parti. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a disparu en 2020. Ça fait pas un an. Il nous manque déjà, si vous voulez. On aurait besoin d'organismes qui puissent nous dire calmement:
voilà combien il y a de phénomènes, alors que là, les chiffres sont absolument hasardeux, j'allais dire. Je ne veux pas critiquer, je pense qu'ils sont produits avec les moyens dont les forces de l'ordre disposent. Mais je pense que ce n'est pas des chiffres qui nous permettront de travailler. Donc c'est vrai que l'issue, aujourd'hui, et on le voit sur la stratégie parisienne de prévention des risques, puisqu'elle s'est élaborée ces dernières années. Qu'est-ce qu'elle mettait en avant? Et toutes les villes qui travaillent là-dessus, en effet, font des coalitions d'acteurs qui distinguent l'avant, l'amont, ce que vous dites, le pendant la rixe et l'après. Il ne faut pas oublier que la rixe, elle ne s'arrête pas au moment du décès du malheureux qui était au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est-à-dire que la rixe, elle a une ombre portée derrière, une onde de choc. Et si vous voulez, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire avec ceux qui auraient pu être dans la rixe, ceux qui y étaient. L'environnement, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont traumatisés par la rixe sans être ni auteurs ni victimes, qui sont simplement des parties prenantes. Guillaume, très rapidement, quelques mots. Demain, Gérald Darmanin organise une réunion avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, pour traiter justement de ces questions de rixe. Vous lui demanderiez quoi, votre ministre? Des moyens. Aujourd'hui, autour de cette table, on en a discuté. Rien ne sera possible si on n'y met pas les moyens, la volonté. Je veux dire, voilà, on a parlé de la justice. Aujourd'hui, est-ce que c'est normal que, par exemple, quelqu'un qui est interpellé lors d'une rixe ou des choses comme ça, passe un jugement 6 mois, 8 mois, 10 mois, 15 mois après les faits? C'est tout juste impossible. En termes de crédibilité, c'est aussi difficile pour nous, policiers de terrain, de travailler avec ça. Je veux dire, voilà, vous êtes plus crédible quand vous allez interpeller 2, 3, 10 fois la même personne et qu'en plus, elle n'a même pas été jugée pour le premier fait pour lequel vous l'avez interpellé. C'est tout juste impossible. Ensuite, les moyens humains, parce que tous ces dispositifs sont bien, marchent parfois, c'est vrai, effectivement, on le connaît, nous, dans l'Essonne, ça porte ses fruits, mais aujourd'hui, ils seront possible que si on a des moyens humains aujourd'hui, aussi bien sur le terrain qu'en investigation, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il nous faut du monde parce qu'on peut empêcher ces regroupements, ces affrontements, si on arrive à intercepter avant. Et qui dit interception, dit forcément une présence, une occupation de la voie publique beaucoup plus importante. Là, dans l'Essonne, Boussy par exemple, vous êtes sur une agglomération où il manque au moins une trentaine, quarantaine de fonctionnaires. On n'a pas de groupe d'appui. Ils n'ont pas de groupe d'appui aujourd'hui, ce qui est possible à Corbeil ou à Juvisy ou ailleurs dans le département. Le Val d'Hier manque de cette unité-là. C'est des manques de moyens qu'il nous faut. Plus de moyens pour éviter les drames. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Dans un petit instant, un homme sans limite sur BFM TV. Gérard Depardieu.